Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux. Oui, c'est vrai. Ça fait quand même quelques semaines que je n'ai pas pu vous présenter cette émission, mais bon, aujourd'hui, voilà, nous sommes là sur notre place habituelle, à la place des évolués, où je reçois sur ce plateau M. Blaise Moudodossi, qui est coordonnateur national de l'ONG APM. Alors, Maître Blaise, bonjour. Bonjour, monsieur Alfred. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, comme vous le savez, les week-ends, on est un peu, on est relax. Ouais. Vous souhaitez qu'on se vous voie, qu'on se tutoie? Bon, on peut Qu'est-ce se qui est mieux? tutoyer, hein, Ah on peut voilà. se tutoyer avec Alors, toi, il n'y a pas de c'est problème. Hein. vraiment un plaisir de te recevoir sur ces plateaux parce que très souvent tu me fouilles. Mais aujourd'hui, j'ai été eu quand même. Comment tu te sens? Je me sens très bien, relax, il n'y a Ok. pas de souci. Super. Ouais. Alors, on va parler de la foresterie communautaire, on va parler euh, du développement économique des CFCL. Ouais. Alors, je voudrais quand même, avant d'aller plus loin, que tu puisses passer un mot sur comment vous visualisez le développement économique des CFCL en RDC. Selon toi-même, comment tu visualises ça? Voilà, donc il faut d'abord savoir que les CFCL, dans leur objectif, c'est au fait aussi d'aller vers le développement local, au fait. Et donc ça, c'est un des grands objectifs et que l'État avait en allant vers, en acceptant d'aller vers les CFCL. Et ça, c'est quelque chose qui doit être une préoccupation de tous celui qui travaille pour la foresterie communautaire à la République démocratique du Congo. Ok. Parce qu'il y a la pauvreté dans les zones où se développent ces concessions. Et donc, il faudra voir comment est-ce que les ressources de ces concessions doivent contribuer au développement local. Et bon, ce qui est vrai aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment arrivé à ces développements, tout simplement parce que d'abord, quand on regarde l'établissement des concessions, il n'y a pas plus de 5 ans hein, qu'on a vu plusieurs concessions se mettre en place. Et parmi plusieurs de ces concessions-là, il y a celles qui n'ont pas encore de plan simple de gestion. Et voilà, quand on n'a pas encore un plan simple de gestion, c'est-à-dire on n'est pas encore entré dans l'exploitation. Et du coup, il faut attendre un tout petit peu. Mais sinon, dans certaines communautés, on sent vraiment cette avancée vers un développement économique. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Mais déjà sur plus de 200 concessions forestières des communautés locales qui existent, à peine 24, je pense bien 24 Ouais, ouais. si je ne me trompe pas, qui ont déjà eu à élaborer leur plan simple de gestion. Vous pensez que c'est à quoi vous vous attendiez lorsque les processus avaient été lancés? Non, non, je dois d'abord rectifier parce que ce n'est pas seulement les 24 là qui ont. Donc il y a des CFCL qui ont déjà des plans simples de gestion. Il y en a qui doivent d'abord faire approuver leur plan simple de gestion. Et le chiffre là dont tu as parlé, c'est par rapport à l'approbation. Ok, donc ce sont les 24 qui ont oui, déjà qui ont déjà des plans déjà approuvés. approuvés par l'autorité locale. Et voilà. C'est pratiquement 10%. Exactement, c'est encore trop bas parce que l'ambition c'était que voilà, vous avez votre CFCL et vous allez vers sa gestion et l'exploitation après avoir élaboré et mettre en place cet outil très important de gestion de la concession. Et au fait, l'idée, nous c'est pas que nous sommes contents de la situation actuelle. Parce que notre souhait, c'était que votre concession, dès que vous l'avez, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour l'exploiter et vous commencez à le faire sous les regards évidemment de l'administration. Ouais. Mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait et je pense que tout cela est lié aussi voilà, aux moyens qui sont dans les accompagnements parce qu'il y a aussi un souci de ce côté-là. Quand on regarde les moyens qui sont dans la foresterie communautaire et les besoins qui est là, ce qui est vrai, il y a un grand écart. Mais qui est censé donner ces moyens-là? Bon, au fait, les moyens pour la foresterie communautaire doivent venir de plusieurs sources. Même l'État aussi, comme j'ai toujours dit, l'État devrait aussi accompagner les communautés dans le processus. Malheureusement, il n'y a aucune concession qui est accompagnée par l'État. Oui, jusque-là, pas encore. Jusque-là, pas encore. Quand bien même il y a certaines concessions où l'État a intervenu dans l'accompagnement, mais
quand vous regardez le porteur de tous ces accompagnements-là, ce sont des ONG qui sont derrière, et c'est ça aussi le problème. Comme vous le savez, les ONG, ils interviennent sous forme de programmes, sous forme de projets qui sont limités dans le temps. Et donc, pendant que la CFCL, elle est perpétuelle, mais vous avez derrière des accompagnateurs qui sont là pour un moment, 5 ans, et rares qui ont de projets et qui vont aller jusqu'à 10 ans. Et du coup, voilà, donc, et ça, c'est vraiment un sérieux problème. Et donc, c'est la raison pour laquelle les projets qui sont là, nous les appelons vraiment à travailler pour une appropriation, hein, et aller dans une logique de durabilité pour faire en sorte qu'après les projets, qu'on ait quand même des membres des communautés et des animateurs des organes qui sont à mesure de continuer dans le même rythme qui était là. Donc, outre l'État qui est censé apporter des financements, qui d'autre peut apporter des financements dans ces processus? Bon, oui, il y a évidemment, donc la porte elle est ouverte, hein, elle est ouverte, et à part l'État, il y a les partenaires techniques et financiers du gouvernement dans le secteur des forêts, et pas seulement dans le secteur des forêts, parce que la foresterie communautaire, comme vous le savez, elle est multi-usage, et donc les gens peuvent aller au-delà, hein, au-delà des investissements forestiers. Et donc c'est comme ça que tu vois certains qui sont dans les activités agricoles, et voilà, et d'autres peuvent se lancer dans les activités de pêche, et les autres ils sont dans la conservation, et ainsi de suite. Alors, 5 ans après, on se rend compte que 10% des CFCL ont un plan simple de gestion ou encore qui est déjà approuvé. Parce que vous travaillez les communautés à la base, vous récoltez leurs desiderata vis-à-vis de ces processus. Comment vous évaluez aujourd'hui leurs sentiments par rapport à ces processus de CFCL? Est-ce qu'ils sont toujours motivés comme c'était au départ, ou bien ils commencent à se désister un tout petit peu? Comment vous évaluez ça? Bon, de manière générale, le sentiment il est satisfaisant, hein. Quand vous regardez de part et d'autre, toutes les communautés qui se sont engagées dans le processus, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, et ils croient évidemment à leur concession, ils croient à leur développement à travers les activités qu'ils vont réaliser dans la concession, quand bien même peut-être l'accompagnateur n'est plus là, ou bien voilà, donc ils espèrent qu'il y a des accompagnateurs qui pourraient venir. Et c'est là où il y a certains qui ont été abandonnés et qui ont été approchés par ceux qui sont dans les marchés carbone. Et voilà, donc c'est tout ça, et donc il y a beaucoup de risques aussi, parce que comme vous le savez, avec les communautés, c'est toujours, il faut s'assurer que quelqu'un qui est derrière, il n'a pas d'autre visée, hein, il n'a pas d'autre visée, et voilà, donc c'est là notre rôle comme société civile, et nous regardons, nous alertons dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais pour le moment c'est vraiment un processus qui porte espoir, et j'espère que, voilà, laissons encore le temps. Bon, j'ai dit, les 5 ans c'était l'expérimentation, et les investissements, bon, pour moi la première phase ici, et c'était vraiment la mise en place, et puis bon, donnons encore un autre 5 ans pour voir ce qui sera en termes surtout du deuxième objectif qui est le développement au niveau de la base. Bon, ça, je pose la question à basse voix, quand même c'est un business qui vous paye aussi en tant qu'ONG. Bon, business, d'abord, je ne veux vraiment pas que tu utilises ce terme. Ce qui est vrai que nous avons... Soyons quand même élégants. C'est vrai, soyons élégants, c'est quand vous tirez profit, nous avons nos les salaires, ONG. bien sûr, nous vivons de notre travail, Ouais. mais derrière, il y a toujours cet objectif, hein, de développement communautaire, et qui est là, et qui nous mettons d'abord en avant. Mais déjà, quand c'est quelque chose qui vous rapporte... je peux dire substantiellement des revenus qu'on peut considérer comme constants pendant 5 ans. Ouais. Je ne vois pas une ONG qui va accepter qu'un projet s'arrête pour que demain il manque le financement des bailleurs de fonds. Bon, ça c'est entre nous. Hein. Bon, d'abord il faut comprendre il faut que ça continue, quoi. Donc il faut que les CFCL, les processus continuent, parce que... Bon, d'abord il faut savoir que le processus il est national. Ouais. Donc il est national, et il est inscrit dans une
vision des longues durées. Hein. C'est la raison pour laquelle même la durée de la concession, elle n'est pas limitée à 25 ans ou à 30 ans. Et donc, voilà. Donc, si je comprends bien, les accompagnateurs peuvent le faire jusqu'à la fin du monde. Bon, je ne crois pas que ça soit, surtout pour nous, hein, quand je parle de nous, c'est APEM. Donc, pour nous, nous pensons qu'à un moment, les communautés doivent s'assumer. À quel moment, par exemple? Et au moment où on pourra évaluer et on voit vraiment que dans cette communauté, ils sont en mesure maintenant de poser des actes voilà, hein, en toute responsabilité par rapport à la gestion, par rapport à l'exploitation de leur CFCL. Et à ces moments-là, on peut se dire satisfait et on va ailleurs. Hein. Cela ne veut pas dire qu'on va croiser les bras, on peut aller ailleurs parce que les besoins, il est énorme et c'est toutes les communautés dont leurs forêts ne sont pas encore attribuées. Mais est-ce que parmi les communautés que vous accompagnez, avez-vous déjà décelé des communautés qui s'approchent déjà à une étape où vous pouvez dire, oh, à cette étape, on peut laisser cette communauté aller ailleurs? Bon, oui, hein, je crois qu'il y a certaines communautés qui sont à ce niveau-là, mais pas totalement. Donc, je crois que c'est comme ça que je demande encore qu'il y ait un peu de temps hein, pour certaines communautés dont je connais qui, dans 5 ans peut-être, je vois vraiment qu'elles seront en mesure, parce qu'ils sont aujourd'hui en mesure de tenir leurs assemblées communautaires, ils sont en mesure aujourd'hui de décider sur le sort, par exemple, d'un animateur qui ne s'est pas bien comporté, donc ils se réunissent et puis ils les mettent à côté, et ils sont en mesure voilà, vous sentez vraiment que dans la communauté, il y a le fonds de développement communautaire qui est là et qui est voilà, alimenté par Mais ces genres d'actions sont des actions que je peux dire basiques, non? Que chaque communauté peut faire. Est-ce qu'on peut penser que non, c'est un acquis parce que la foresterie communautaire est arrivée et que ces communautés ont commencé à s'organiser, chasser peut-être quelqu'un qui n'a pas bien fonctionné. Je pense que dans toute organisation, c'est basique. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas bien, je ne crois pas que vous puissiez mettre ça sur les succès de CFCL. Hein. Bon, au fait, les succès, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Là, c'était vraiment par rapport à l'organisation des entités qui sont là. Mais quand vous rentrez, par exemple, dans la manière de gérer les forêts, vous sentez vraiment qu'il y a quand même une certaine... il y a une rigueur par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Et puis, il y a des changements de comportement. On sent la résilience dans plusieurs communautés où aujourd'hui, on peut te dire que voilà, avant, on produisait autant. Aujourd'hui, nous sommes déjà à x5, x10. Hein, tout simplement parce que derrière, il y a eu des renforcements des capacités, il y a eu des sensibilisations et il y a eu un accompagnement qui vous montre le marché qui est beaucoup plus voilà, florissant ou qui paye mieux. Donc ça, c'est tout ça au fait qui est là et qui peut être, je peux citer certaines CFCL où vous sentez vraiment qu'ils sont déjà connectés à des marchés plus importants et aujourd'hui, ils font déjà des business dans les CFCL. Et voilà, donc. Mais ce qui est vrai que cela n'est pas encore partout. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a encore du travail. Du travail parce qu'il faut tirer profit, nécessairement aussi. Dis-moi un peu, à quoi revient la création du CFCL? Bon, ça c'est la question qui revient toujours. Hein. Ça c'est la question qui revient toujours. Mais parce que quand j'ai parlé de business, tu as dit non, il ne faut pas parler de ça. Oui, voilà. En répondant à cette question, moi j'ai toujours dit que ça varie d'abord d'une zone à une autre. Il n'y a pas un standard? D'une communauté à une autre. Et aussi d'un accompagnateur à un autre. Okay. Voilà. Parce qu'il y a certains accompagnateurs dont, par exemple, leurs coûts de fonctionnement sont tellement élevés. Et parce qu'il faut aussi mettre tout ça, hein. On ne va pas mettre seulement l'argent qui est allé au niveau de la communauté pour voilà, faire des activités autres. Il faut aussi mettre tout cela, le fonctionnement de l'accompagnateur, ainsi de suite. Et ça, et je crois que ça varie d'une organisation à une autre. Maître Blaise Moudodossi, vous êtes coordonnateur de l'ASBEL APEM. Ouais. Vous avez des projets que vous exécutez, vous avez un bureau que vous payez avec le financement de vos projets.
Ouais. Un partenaire vient avec le projet de CFCL, donc concession de communauté. Vous obligez à ces partenaires de prendre encore des financements, mettre sur le fonctionnement de votre bureau pendant que les bureaux fonctionnent déjà. Cet argent ne pouvait pas être utilisé pour les communautés qui ont besoin nécessairement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de plans simples de gestion qui demandent des moyens. Ouais. Je vais peut-être vous dire que selon les informations à ma disposition, la moyenne pour la création d'une CFCL, c'est 150 000 $. Toutes charges comprises. La moyenne, je dis bien, il y en a de ceux-là qui vont au-delà. Mais déjà, si vous, les organisateurs, les organisations ou les accompagnateurs, sur les 150 000, vous prenez déjà 50 000 pour le fonctionnement de vos bureaux, et que les 100 000, vous allez vous partager avec les communautés vos paiements de salaires, est-ce que vous aidez vraiment ces communautés-là à se développer? Oui, d'abord, je ne sais pas où est-ce que tu as tiré ces chiffres, parce que c'est pas... C'est une étude qui a été menée, ce n'est pas moi qui l'ai Bon, invoque. j'aimerais bien l'exploiter, Ouais. et pour comprendre, parce que je sais, il y a ces accompagnateurs-là qui ont roulé avec des budgets moins que ces montants-là, et qui ont été à mesure d'accompagner, qui sont à mesure d'accompagner, et ils ont même accompagné. Et aujourd'hui, ces communautés ont des CFCL pendant qu'ils avaient roulé avec un budget de moins de 100 000. Et il y a des CFCL. Mais déjà, si on peut, même Voilà. allons monsieur 80 000. Oui, voilà. Allons Voilà. monsieur 80 000, c'est quand même beaucoup d'argent, non? Bon, oui, voilà. Beaucoup par rapport à quoi? Il ne faut pas seulement voir la CFCL aujourd'hui, hein, ce qu'il y a aujourd'hui. Regarder les choses en long terme. Ouais. Donc, voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, la CFCL sera toujours là. OK? Ah donc si je comprends bien. Bon, ça c'est ma Et donc, déduction. je sais que toi tu veux aller dans la logique de dire voilà, on a dépensé 80 000, ok, et la CFCL n'a même pas à mesure de mobiliser hein, à travers ses Exactement. activités, même 20 000 $. Exactement. Voilà, c'est ce que Exactement, mais- c'est là où j'allais. Voilà, et ça c'est aujourd'hui. Moi j'ai dit il faut regarder les choses donc, dans sa durée, hein, dans la durée de la CFCL. Donc on est là pour l'éternité, donc de génération en génération. Alors, si on met en place des mécanismes, si on se lance dans des activités qui peuvent vraiment produire, voilà, on peut aller au-delà. Et puis, on peut même arriver à ces montants-là x10. Voyez-vous, donc je crois que, moi je ne suis pas économiste, mais je me dis, de ce côté-là, il ne faut vraiment pas se fier aux chiffres. Pour moi, c'est la qualité de l'accompagnement qui est très très importante. Et de là, on peut facilement aller vers des Mais choses. de par ton expérience de terrain, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de croire qu'on peut créer ou obtenir une CFCL à moins de 50 000 $? Oui, C'est possible. c'est très possible. Tout dépend, comme je t'avais dit, de la communauté, donc là où se trouve la communauté. D'abord l'espace. Vous savez qu'on a des CFCL qui ont moins de 10 000 hectares. Il y en a plusieurs. Donc des petites CFCL où c'est accessible, et voilà, et un accompagnateur qui est à côté. Hein, c'est comme ça que même nous, dans notre approche, c'est de s'approcher pour réduire évidemment, parce que ça c'est un élément aussi important qu'on doit mentionner, c'est que dans l'accompagnement qui est le nôtre dans ces processus, on préfère aller vers les communautés. Donc s'il y a le bureau, ça ne sera pas le bureau ici à Kinshasa, mais c'est un bureau installé par exemple à Oshwe ou à Kangara, tu vois. Et ça, ce sont des situations qui font en sorte que le coût là, lié au fonctionnement est vraiment réduit à telle enseigne que, voilà, on peut avoir des CFCL à des montants comme ce que tu viens de dire là. Même 20 000 aussi. Bon, non, il ne faut pas m'amener sur ce terrain, mais je t'informe qu'il y a des communautés, il y a des ONG qui ont accompagné avec des montants comme ça. Ah, d'accord. Donc tout dépend. Et ce qui est vrai aussi, bon, il ne faut pas seulement voir l'argent derrière l'accompagnement, c'est vrai, parce que c'est vrai, il faut l'argent pour certaines activités, Non, mais aussi la il qualité. le faut nécessairement. Oui, la qualité, parce que tu peux avoir beaucoup de moyens, hein, un budget colossal, mais la qualité de l'accompagnement pose problème. Et quelqu'un peut avoir un budget moyen, mais il fait un accompagnement de qualité. Et donc, c'est ça. Pour moi, il faut vraiment mais être à ce partons niveau-là. justement, parce que moi, je voudrais creuser dans ton expérience personnelle. Ouais. Est-ce que, depuis que le processus a commencé, y a-t-il eu des couacs
dans la mise en œuvre de ces CFCL en RDC? Oui, oui. Lesquels, par exemple? Beaucoup de couacs. Parce que d'abord, quand vous regardez la première phase, l'accompagnement vers les attributions, voilà, il y a eu beaucoup de ratés. Et c'est ce qui est même qui a fait que les détracteurs de ces processus ont eu beaucoup d'éléments. Et ils en ont maintenant. Et c'est ce qui continue à brandir malheureusement sans pour regarder la situation dans sa globalité. Mais de quoi qu'au niveau, par exemple, des accompagnements qui n'ont pas respecté les procédures, ok. Et il y a eu des délais qui ont été bafoués par des intervenants au processus. Et il y a eu des accompagnements qui n'ont pas abouti à quelque chose. Donc vous venez, vous engagez avec les communautés et puis voilà. À un moment, bon, vous êtes... et ça, j'ai vu même la volonté de l'administration était au moins, quand vous vous engagez, il faut aller avec la communauté jusqu'à toutes les phases. Et si pas possible, au moins franchir une phase. Mais il y a ceux qui n'ont même pas arrivé voilà. Et entre-temps, il y a certaines communautés où vous ne sentez pas l'appropriation. Ils sont toujours là. Et donc, on se pose la question si après le projet ou après le départ de l'accompagnateur, est-ce qu'on sera toujours dans la dynamique de la foresterie communautaire ou on rentrera à zéro. Donc c'est tout ça au fait qu'il y a comme défi et je crois que plusieurs acteurs sont en train d'y travailler. Alors, dis-moi un peu, maître, lorsque vous analysez ces processus, la source de financement ou les sources de financement qui existent, dans la majorité des cas, ce sont des bailleurs de fonds extérieurs, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers externes qui appuient. Est-ce que vous pensez qu'en appuyant cela, ces partenaires ont un but caché derrière? Bon, but caché derrière, je ne pense pas, mais des objectifs. Sûr. Voilà, des objectifs, oui, parce que, voyez-vous, il y a des partenaires qui sont derrière le processus parce qu'ils veulent, ils ont une vision par rapport aux forêts de la RDC et par rapport aux communautés vivant dans les forêts de la RDC. Et leur vision peut être, par exemple, que ces communautés-là soient en sécurité par rapport à leurs droits fonciers et forestiers. Et ils peuvent bien vouloir voir ces communautés se développer avec les ressources disponibles dans leur communauté, voir par exemple les forêts autour de ces communautés-là protégées ou gérées durablement. Et tout ça, ce sont des objectifs et qui sont partagés par ces partenaires extérieurs et qui voilà, y mettent des moyens pour un travail qui va aller vers ces objectifs. Hein, c'est comme ça que moi je vois les choses et pas un objectif caché parce qu'il ne le cache pas. Je ne le vois vraiment pas en train de cacher ça parce qu'il exprime et on le voit même dans la ligne d'accompagnement qui est la leur et voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui... Dans la RDC, on est autour de 1 million d'hectares de forêt, c'est ça, de CFCL? Oui, plus que ça déjà. On est au-delà de 2 millions d'hectares. Bon, les chiffres... Bon, il y a des CFCL qui, si vous regardez la base de données, parce qu'il y a une base de données en ligne qui est là et qui présente, voilà, on est déjà à plus de 3 millions. Plus de 3 millions. C'est-à-dire que nous avons au moins 3 millions d'hectares de forêts de la RDC qui sont conservés à travers les CFCL. Ces forêts ne peuvent pas être exploitées par l'État congolais ou attribuées à perpétuité, à un autre usage, n'est-ce pas? Et vous pensez réellement que les partenaires investissent dans ça gratuitement? Bon, non, d'abord, ce qui est vrai que ce sont des droits qui s'obtiennent à travers une concession. D'autant plus que... C'est une concession. Je voudrais quand même dire, d'autant plus que nous savons qu'au niveau international, la guerre qui se mène, c'est de pouvoir maintenir la RDC dans la position où il faut garder intactes ces forêts. Même si vous ne tirez pas profit de ça, gardez quand même, c'est pour vous, c'est pour nous aussi. Donc, je ne sais pas, moi c'est ma réflexion, donc peut-être qu'elle est fausse. Bon, ce qui est vrai qu'il faut noter que voilà, l'État a toujours voilà, une suprématie par rapport
aux terres, aux forêts et toutes les Mais elle ne peut ressources. plus attribuer ces concessions-là, les 2 millions, 3 millions de Bon, terres. attribué dans le... Voilà, donc l'idée c'est que... Mais il faut savoir que l'État peut évidemment, pour cause d'utilité publique, bon, voilà, récupérer la zone là pour une autre Ah, destination. donc c'est possible. C'est possible, mais pour cause d'utilité publique, pas pour des raisons qu'il faut donner à un autre exploitant. Là, ça me rassure. Voilà, au moins, on sait que pas... même 10 ans après, si on ne voit pas clair, on peut récupérer nos 2 millions d'hectares de forêt pour les attribuer pour cause d'utilité publique. Non, attention. Pour cause d'utilité publique, ça doit s'expliquer. Hein. Et il y a toute une procédure. Hein. Il y a toute une procédure pour ça. Et là, ceux qui ont des droits sur la zone, voilà, ils doivent s'assurer qu'ils sont indemnisés. Hein. Et voilà, et c'est pas n'importe quelle indemnisation, que vous avez mis dans juste et préalable. Donc ça, c'est la loi. Ça n'a rien à voir avec... Vous, les juristes, vous avez piégé l'État, ça n'a rien à mon voir. point de vue. Parce que là, vous avez mis l'État devant un fait accompli. C'est-à-dire, vous attribuez 3 millions d'hectares. Demain, après-demain, si vous avez besoin de récupérer les 3 millions d'hectares, vous devez indemniser ces communautés. Et c'est ce qui est déjà impossible. D'abord, il faut comprendre qu'on n'a pas amené l'État, on n'a pas forcé l'État à aller vers ça. Il faut savoir que l'État lui-même, déjà, hein, quand vous regardez la vision qu'elle a par rapport aux forêts, il sait plutôt qu'il y a des communautés qui sont dedans, et ces communautés-là vivent de ces forêts-là. Alors, par rapport à la gestion, par rapport aux gestions, parce qu'on ne peut pas seulement avoir un seul mode de gestion des forêts au pays. Hein. On a la conservation d'un côté, où on a toutes les aires protégées, les parcs nationaux et les domaines de chasse et autres. Ça, c'est un bloc. Il y a aussi d'autres endroits où on a l'industrie du bois. Et il y a ailleurs où nous avons plusieurs autres modes d'utilisation. Mais il fallait aussi responsabiliser les communautés. Et c'est ce qui a été fait. Cela ne veut pas dire que toutes les forêts de la RDC seront sous emprise des communautés. Parce que je vous dis, avec ces processus, ce ne sont pas toutes les communautés qui sont éligibles. Celles qui se retrouvent dans des concessions, par exemple industrielles du bois, ils sont exclus. Celles qui se retrouvent dans les réserves partielles, elles sont exclues. Et donc, tout ça, c'est une réalité. Et donc, pour moi, il n'y a aucun piège. Au fait, l'État est en train d'expérimenter tous les modes d'utilisation qui peuvent évidemment amener le développement au niveau local à travers l'exploitation des ressources. Alors, on tourne la page. On était dans les généralités, maintenant rentrons dans la durabilité des CFCL. La durabilité économique des CFCL. Ça vous dit quelque chose, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu visualises lorsqu'on parle de la durabilité? Quels sont les axes qui peuvent être explorés dans ce domaine-là pour aider les communautés à rendre durable leur CFCL de manière économique? Voilà, donc par rapport à la durabilité, moi j'ai toujours dit qu'il faudra d'abord s'assurer qu'on a les capacités au niveau des communautés pour faire des activités et pas n'importe quelles activités. Et nous avons des outils qui sont en place pour assurer qu'on se lance dans telle activité, on l'amène d'une bonne manière et puis on a les retombées par rapport à tout ce qu'on va faire. Alors, la première des choses que j'ai toujours évoquées, c'est qu'on doit éviter d'avoir seulement une seule exploitation. Il ne faut pas seulement voir une seule chose, et il faut diversifier. Et la diversification, pour moi, c'est quelque chose qui peut garantir, parce qu'on a vu certaines CFCL qui se sont ruées, par exemple, sur une exploitation, et après, la ressource a diminué de telle enseigne que dans certains endroits, on a tout vidé, quoi. Et du coup, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire. Il faut d'abord, et puis on ne va pas se lancer dans n'importe quelle exploitation. Il faut d'abord savoir quelle est la vision, quelle est la vocation de la CFCL. Parce que chaque CFCL a sa vocation. Il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils pensent que voilà, nous voulons vraiment protéger. Nous voulons protéger. Parce que nous savons que derrière la protection, il y a tel avantage, non seulement les services environnementaux, mais il y a aussi peut-être tout le paiement qui peut venir à travers
voilà, les crédits biodiversité qui est en train de prendre place maintenant. Voilà. Donc c'est tout ça au fait. Il y a plusieurs aspects et pour moi, les amis doivent, d'abord il doit y avoir, et c'est là où l'accompagnement évidemment est très 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 important pour s'assurer qu'on est vraiment sur une activité et qui peuvent s'inscrire dans une approche durable. Et puis voilà, on avance vers un développement qui va faire en sorte qu'à chaque moment, on est là et on peut changer, mais bon. Mais justement, à ce niveau-là, il y a l'exigence d'un plan opérationnel de CEFCEL qui appuie financièrement ces plans opérationnels. C'est ça les communautés elles-mêmes ou vous les accompagnez? Au fait, en principe, c'est le Fonds de développement communautaire qui devra soutenir les activités se trouvant dans le plan opérationnel des activités. Et voilà, comme vous le savez, ces plans-là découlent évidemment du plan simple de gestion. Bon, et ces fonds-là, il est ouvert. Il est dit que les ONG peuvent mettre de l'argent dedans. Tout ami de la communauté peut mettre de l'argent dedans. Et j'ai vu même dans certaines communautés, les membres de leur diaspora ont envoyé l'argent et l'argent passe par là. Et donc au moins, quand on sait qu'on veut aider une communauté, nous aurons, et c'est là où je dis toujours que des financements qui doivent être ramenés vers les communautés directement, les CEFCEL seraient vraiment des entités beaucoup plus complètes et fiables, parce qu'au moins on peut canaliser l'argent, pas dans la poche seulement du chef, mais de l'entité, et là, pour des activités d'intérêt communautaire. Parce que tout ce qui sort de cette caisse-là, c'est pour évidemment des activités d'intérêt du village, quoi. Mais parler du plan simple de gestion renvoie au plan opérationnel qui en découle. Ça renvoie carrément au business, c'est-à-dire que les communautés sont censées faire un business. Est-ce qu'ils ont des business models que vous, en tant qu'accompagnateur, vous validez et puis vous accompagnez, ou bien ça se passe comment à ce niveau-là? Bon, au fait, APEM il n'est pas encore à ce niveau-là, mais il y a des partenaires, nos partenaires qui ont déjà qui ont réfléchi avec les communautés sur un modèle économique à donner à leur CEFCEL. Et je vous dis, les expériences sont intéressantes. Où on voit par exemple pour certaines communautés, et ils sont clairs, ils disent voilà pour nous, la ressource c'est le cacao par exemple. Et vous savez vous-même comment est-ce que le cacao devient de plus en plus intéressant au niveau du marché international. Et tout ça c'est une réalité et voilà, on monte un modèle économique autour de cette ressource et on met en place tout ce qu'il faut pour la production, l'exploitation et puis comment acheminer ça, la commercialisation. Donc c'est tout ça qui est là et qui est en place. Mais bon, voilà, ce ne sont pas toutes les CEFCEL qui ont déjà réfléchi. Mais à ce niveau-là, qui dit la loi? Parce que là, nous sommes vraiment dans les commerces, nous sommes vraiment dans les business. Qui dit business dit aussi encadrement, donc il y a un encadrement. Exactement. La loi prévoit quelque chose dans ce sens-là? Oui. Au fait, tout est réglementé dans notre pays. Ne pensez pas que quand on est dans la concession forestière des communautés locales, et donc on n'a que seulement la réglementation liée à la foresterie communautaire qui s'applique. Non, c'est très clair. Même ces règlements-là en renvoient. Donc chaque fois quand c'est clair, parce qu'il est dit que la CEFCEL elle est à vocation multiple et chaque fois quand vous allez vers une exploitation, un mode d'exploitation, vous devez respecter la législation de ces modèles-là. C'est comme par exemple, ceux qui vont dans le commerce, ils doivent respecter tout ce qu'il y a par rapport au business. Ceux qui vont par exemple dans la conservation, il y a toute la législation sur la conservation de la nature qui doit être respectée. Ceux qui vont vers juste l'exploitation des produits halieutiques, il y a toute la législation sur la pêche, ainsi de suite, qui doit être respectée. Est-ce que c'est facile pour les communautés de les faire, d'autant plus qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens? C'est un business qui commence, par exemple, et que voilà, nous avons notre cacao que nous avons produit. Le cacao doit
payer, vous vendez, vous devez payer des impôts, vous devez payer des taxes. Ouais. Est-ce que ça permet à ces communautés de pouvoir aller plus loin, d'autant plus qu'à peine ils commencent? Bon, voilà, c'est ça. Vous me ramenez dans les débats. Ces débats, j'ai vu beaucoup de voilà. gens critiquer ton point de vue sur... Voilà. Bon, ils ont droit de critiquer, mais ce qui est vrai que chaque investissement, au départ, ça c'est un principe, hein, au départ doit connaître des allègements. Hein. Donc l'État favorise, hein, et c'est ça le principe. Et donc au début, il y a toujours une période où vous avez une certaine facilité, hein, sur le plan fiscal, et pour assurer à ce que vous mettez en place tout ce qu'il faut pour maintenant commencer à... Voilà, ça c'est un principe. Alors, et ce que j'avais dit, et je le redis encore, hein, il y a lieu que pour les communautés, hein, surtout compte tenu de... C'est vrai, ils doivent compétir, hein, avec les autres, mais il faut regarder au fait, entre elles et les autres parties prenantes à côté, c'est la communauté qui est évidemment l'élément à maillon faible. C'est ça. Il faut le reconnaître. Et du coup, si déjà, au départ, seulement comme ça, là, l'État commence, hein, à imposer et de manière exorbitante, je vous assure que ça va décourager l'élan qui est en train de se... Donc il faut exonérer, impérativement. Bon, exonérer ou faciliter. Ok. Exonérer ou faciliter. Et les exonérations sont données ici à des gens. Vous le savez, non? Même des commerçants étrangers. Moi, j'en connais plusieurs qui sont exonérés de manière totale. Mais bon, mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt? C'est pour... Voilà, c'est eux qui s'enrichissent avec ceux qui ont été derrière les exonérations. Voilà, pour moi, j'ai dit que... Mais pour avoir l'exonération, vous devez répondre à certains critères. Exactement. Quel est d'abord le statut juridique d'une concession forestière des communautés locales? Bon, la concession forestière des communautés locales, c'est une concession, c'est une partie de la forêt qui est octroyée. Oui, mais c'est quoi son statut juridique aujourd'hui? Si elle doit peut-être se présenter au ministère des Finances pour demander, elle va se présenter comme quoi? Comme une ASBEL, comme une entreprise, comme quoi concrètement? Bon, voilà, c'est tout ça, hein, par rapport aussi à la gestion et exploitation et tout, le modèle que les communautés vont se choisir, hein, peut aussi jouer sur les exonérations qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où, quand vous regardez, quand il se constitue un ASBEL, c'est par rapport à la gestion. Hein, c'est par rapport à la gestion. Mais pour l'exploitation, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites à le but lucratif. Et du coup, il faut que l'État vienne regarder. Et c'est là où nous insistons que quand l'État viendra regarder, et comme derrière son esprit, et il veut à ce que ces communautés-là se développent, d'abord de par leurs engagements, okay, c'est quelque chose à encourager, à mon avis. Donc je ne vois pas pourquoi... Mais est-ce que vous y travaillez déjà? Parce que j'ai l'impression que les statuts juridiques des CFC ne sont pas connus. Je ne sais pas, c'est mon point de vue personnel, peut-être qu'il est faux. Est-ce que réellement les CFCL ont un statut juridique? Oui, c'est la communauté qui n'a pas de statut juridique, okay, qui n'a pas de personnalité juridique, mais la CFCL, c'est une entité qui est reconnue par la loi. Donc, voilà. Mais on peut la classer dans quelle catégorie d'entreprise? Bon, entreprise, non, c'est pas une entreprise. Même une ASBEL, c'est une entreprise, après tout. Ouais, même une ASBEL, c'est une entreprise. Voilà, c'est une entité, c'est une institution, ainsi de suite et tout. Mais au niveau de la communauté, on n'a pas ça. Hein, on n'a pas ça. Et c'est la raison pour laquelle... Mais cela n'est pas aussi un point faible. D'autant plus que si quelqu'un veut, un investisseur qui veut venir, il a en face de lui une entité qui n'a pas un statut juridique bien défini. Oui, c'est ça. Bon, et c'est la raison pour laquelle, vous savez, l'idée au départ, c'était que voilà, la communauté pouvait saisir sa CFCL elle-même, donc comme communauté, mais il a été relevé que la communauté n'avait pas de statut juridique. C'est la raison pour laquelle l'État donne la CFCL à la communauté à travers les représentants coutumièrement attitrés. Vous comprenez? Et ça, c'est une technique juridique qui a été acceptée et qui aujourd'hui fait qu'il y a cette faiblesse-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la communauté, comme entité, ne peut pas ouvrir voilà, un compte bancaire à son nom, tu vois. Et c'est là où, pour ouvrir un compte bancaire, il faut passer par
ses délégués, ses représentants. Et c'est ça c'est une faiblesse. Et je crois qu'on est en train de réfléchir et j'imagine qu'on peut arriver dans toutes les réformes qui sont en cours. Et comme vous le savez, on est vraiment en pleine réforme forestière et peut-être la question pourrait être résolue à ce niveau-là. Ah, d'accord. Bon, je pense que c'est quand même très clair. Parlons crédit carbone aujourd'hui. Ouais. Est-ce que les communautés peuvent consacrer leurs concessions pour bénéficier des crédits carbone? Oui, voilà, donc c'est d'ailleurs même prévu. Hein, quand vous lisez l'arrêté 025 de 2016, à son article 67, et il est clair que la communauté peut aller vers le paiement des services environnementaux. Donc j'ai dit que la CFCL elle est multi-usage et on n'empêche pas la communauté d'aller aussi vers les crédits carbone. Voilà, qui à ne pas toujours confondre au marché carbone aussi, parce que le marché c'est autre chose et le crédit c'est tout ce qu'on amène au marché. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, les communautés peuvent y aller, mais il y a beaucoup de défis, hein, il y a beaucoup de contraintes, et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut encore réfléchir pour s'assurer qu'ils y vont en toute sécurité. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui c'est le marché qui est mal connu et très incertain au regard de la manière dont les prix varient selon les humeurs des acheteurs. Et voilà, et ça c'est déjà un problème sérieux. Mais est-ce que vous travaillez déjà sur ça au niveau de vous qui accompagnez les communautés? Bon, oui, on y a travaillé, mais dans un volet d'abord de suivi, parce qu'on a remarqué que quand les CFCL se sont installés, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs entités qui sont venues, plusieurs sociétés qui sont venues directement vers les communautés et pour essayer un peu de voir avec elles comment aller vers ces marchés de carbone. Alors malheureusement, et ça je l'ai dit sincèrement, plusieurs de ces accompagnateurs n'ont pas été sur ce qui doit être fait. Okay? Ils sont allés dans tous les sens et ils ont réussi à arracher quelques contrats avec les communautés, des contrats où vous avez des clauses léonines dans ce contenu. Et ça pose problème. Les contenus des clauses disaient quoi, par exemple? Ça disait quoi ces clauses léonines là disaient quoi concrètement? Quand vous regardez par exemple, quand on dit que la concession, l'accord c'est pour 100 ans, et pour y revenir, il faut un préavis de 7 ans. Vous comprenez? Mais là c'est que je comprends. Ce n'est pas un problème, ça, aussi. Ce n'est pas vraiment ça le vrai problème. Ouais. Mais tout cela est discuté avec les communautés dans une demi-journée, par exemple. Vous comprenez? Et un contrat qui est en anglais. Et puis en ce moment-là, vous les accompagnateurs, vous étiez où? Bon, au fait, il faut comprendre que les accompagnateurs ne sont pas les sentinelles auprès des communautés, vraiment, qui doivent être là pour... les communautés ont aussi... parce qu'on n'est pas toujours... Donc, ils peuvent s'engager elles-mêmes. Oui, en principe, ils peuvent, si évidemment c'est pour l'intérêt de leur village. Okay. Hein, les communautés peuvent s'engager. Il est même dit qu'ils peuvent signer des accords avec... C'est dit dans la réglementation, mais avec qui maintenant? Alors, nous sommes là comme leur guide, au fait. Hein, pas compte tenu du fait qu'on sait que d'abord, ce sont des questions émergentes, okay? Ce sont des questions qui, tout le monde ne connaît pas tout ça, vous comprenez? Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a besoin de continuer et de sensibiliser, de renforcer les capacités des communautés pour s'assurer qu'ils se prennent vraiment en charge et qu'ils soient en mesure. Et aujourd'hui, je vous dis, plusieurs communautés sont maintenant en mesure de discuter et de dire à tout celui qui arrive, voilà ce que vous devez faire. Voilà, par exemple, pour cette question, voilà ce qu'il faut respecter. Par exemple, tout ce qui concerne le carbone, le crédit carbone. Ouais. C'est vraiment un domaine qui vient avec beaucoup de sauvegardes. Donc il faut s'assurer que ce qui sort in fine là-bas, le carbone là, doit être d'une intégrité irréprochable. Et ça, c'est lié déjà à la manière dont vous avez approché les communautés,
ok, et vous assurez que vous avez leur clip. Hein, est-ce que le clip a été obtenu de la bonne manière et la manière dont les activités qui ont été menées, est-ce que pendant toutes ces activités-là, il y a eu respect des droits de l'homme, est-ce qu'il y a eu implication des femmes, donc c'est tout ça, le peuple autochtone. Mais tout cela doit être... Qu'est-ce qui est devenu justement ces contrats qui ont été signés avec les communautés? Ça a été annulé ou bien ça existe toujours? Bon, les contrats léonais là que vous avez évoqués ici? Oui, ils ont été suspendus. Hein, donc, okay. L'État a pris la résolution de suspendre. Mais bon, il y a d'autres acteurs qui sont derrière la communauté et qui évoluent avec elles de la bonne manière. Il n'y a pas de problème. Et donc, pour moi, les communautés peuvent aussi aller vers ça. Mais nous disons, pour le marché carbone, c'est très compliqué. Okay. Pour le marché carbone, ça il faut encore du temps pour mieux comprendre. Et pour le marché carbone, il faut pas... Non seulement parce qu'il y a, par rapport aux défis dont j'ai parlé, je peux juste citer le cadre légal et réglementaire n'est pas encore complet. Hein. Donc tous les outils ne sont pas encore là hein, pour s'assurer qu'on s'engage et on est sûr qu'on est vraiment qu'on a évolué dans toute sécurité. Il n'y en a pas. Et donc du coup, ramener les communautés sur ce terrain serait très dangereux. Mais ce qui est vrai est que il y a des possibilités que les communautés reçoivent des paiements hein, qui ne sont pas basés sur le marché, mais sur les services, hein, tu vois. Et ça, on a vu dans certains endroits, c'est vrai, c'est encore très très bas, mais est-il vrai qu'il y a lieu que de plaidoyer, c'est tout ce que nous sommes en train de faire partout où nous passons, pour assurer qu'on paye les efforts des communautés par rapport à la gestion des espaces qui sont là. Par exemple, pour une communauté qui a reçu sa concession, on a un niveau de référence qu'on connaît, mais à 5 ans après, on trouve qu'il y a eu l'augmentation du couvert forestier, il y a eu la biodiversité qui a doublé, qui a triplé. Ce sont des efforts qui doivent être rétribués. Et c'est ça que nous voulons par rapport à la foresterie communautaire. Et c'est possible là, avec tout ce qui est en place aujourd'hui. Sur ces points-là, vous travaillez déjà avec le FONARED qui est en train de mettre en place un mécanisme complet et standard de PSE? Bon, il y a certaines réunions où nous sommes conviés dans les discussions par rapport à la question. Et pour nous, on est en train d'évoluer. Et il faut vraiment aller beaucoup plus vite. Parce que plus vite, mais sûrement, hein, pas vite pour avoir quelque chose qui ne va pas marcher. Mais c'est là où il y a vraiment besoin qu'on parachève hein, tout ce qu'il y a comme réglementation, comme outil et devant régir et tout cela, afin que voilà, les gens qui vont se retrouver, qu'ils soient protégés, qu'ils soient en sécurité. Alors, mon avant-dernière question, c'est lié au fonds qui doit être mis en place, qui est en gestation, le fonds qui est porté par la RFN. Ah oui. Alors, est-ce que vous pensez que ces fonds peuvent arriver à combler les vides que vous avez évoqués ici en termes de gestion, donc dans la mise en œuvre des plans de gestion, des plans simples de gestion? Oui, bon, au fait, si on regarde juste la vision de ces fonds-là, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de débat. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient pour résoudre le problème lié aux difficultés que les communautés ont aujourd'hui par rapport à leur engagement vers l'exploitation ou la gestion de leurs forêts afin d'aller vers des objectifs économiques. Ça, c'est clair. Et donc, pour moi, je crois que c'est un fonds qui est là et qui va aller vers les communautés. Bon, ce qui est vrai que peut-être directement, on peut transiter, on peut avoir une transition, mais l'objectif, c'est qu'on va vraiment voir que les différents fonds de développement communautaire sont alimentés par des fonds pareils. Super. Alors, Maître Blaise Moudodossi, à qui appartient réellement une CFCEL? Bon, je ne sais pas pourquoi... C'est ma dernière question. La CFCEL appartient à la communauté, c'est clair. Okay. Quand vous regardez même les actes hein, qui les attribuent, c'est clair que la communauté, c'est un bien individu de la communauté. Donc ça n'appartient pas au chef de la communauté,
ça n'appartient pas à l'organisation qui accompagne la communauté, ça n'appartient pas à un groupe de la communauté, mais ça appartient à toute la communauté identifiée autour d'un chef, bien sûr. Et voilà, donc il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et les crédits carbone alors? Les crédits carbone, comme vous le savez... Dans ces concessions-là, bien sûr. Hein, dans ces concessions, c'est comme vous allez me dire, les forêts appartiennent à qui? Parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, n'est-ce pas? Cela nous a ramené vers un article du Code forestier qui dit que aussi les forêts appartiennent à l'État, la faune sauvage aussi appartient à l'État, et les crédits carbone appartiennent à l'État. Mais le même État-là reconnaît un certain droit voilà, aux gens, aux communautés qui sont autour de ces ressources. Et c'est à ce niveau-là que les communautés qui s'engagent peuvent aussi, comme les autres acteurs, tirer des bénéfices. Donc, mais là, je ne comprends pas. Ouais. Si la concession appartient aux communautés, mais c'est plutôt les contenus de la concession qui n'appartiennent plus aux communautés, ça appartient à l'État. Il n'y a pas une contradiction là? Je ne sais pas. Ta parcelle que tu as ici à Kinshasa ou ailleurs sur l'étendue du territoire de la RDC, tu peux dire qu'elle t'appartient, non? Oui, je peux dire ça. Voilà. Mais tu as un droit, ce n'est pas ta propriété. Tu peux dire ça m'appartient, c'est ma propriété, mais en vrai dire, tu as un droit, tu as un droit de concession sur cette parcelle. Ouais. C'est ça. Donc ça se limite là. Ça se limite là. Pour dire que l'État peut récupérer. C'est ça, au fait, que j'avais dit au départ. Donc il y a toute la question de la propriété du sol et du sous-sol de l'État sur le sol et le sous-sol. Et c'est ce qui a des implications sur tout ce qui vient de cela, quoi. Donc, mais ça découle si déjà les crédits carbone appartiennent à l'État, c'est-à-dire que les communautés n'ont plus le droit, à mon avis, de négocier avec un preneur sur le carbone parce que ce n'est pas de leur droit. Ça appartient à l'État. Non, c'est l'État qui est censé négocier avec un investisseur. Et non les communautés. Non. C'est la même chose avec les forêts. Ils ont déjà une concession sur la zone, ok? Et ce n'est pas pour rien que même les concessionnaires industriels qui viennent, mais ils continuent à payer à l'État quelque chose, non? C'est de la même manière que quand la communauté va s'engager, ok, que ce soit par rapport au marché carbone, que nous n'encourageons pas à cet instant. Oui, à cet instant. À cet instant, parce qu'il y a beaucoup de préalables encore à mettre en place. Et du coup, pour moi, je crois que il y aura certainement une part de l'État qui sera ponctionnée sur le montant qui est... Donc ce sont les communautés qui négocient les crédits carbone, mais qui rétrocèdent un pourcentage à l'État. C'est l'État. la même chose avec les sociétés qui sont dedans, non? Les sociétés qui travaillent sur la question, voilà. Et aussi, c'est eux qui sont dans la mise en œuvre des activités, c'est eux qui font des contacts avec les investisseurs et le marché, et qui vont sur le marché. Et dès qu'ils reçoivent, il y a quelque chose qui est versé. Donc c'est pratiquement pareil. Ça sera pareil. Okay. Ça sera pareil. Alors, Blaise Moudodossi, est-ce que tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Bon, je ne pense pas parce qu'on a quand même... On a tout abordé. On a tout abordé, quoi. Et même des questions que tu sais que ça doit susciter les débats, tu les as posées et c'est une très bonne chose. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs? Alors, tu vas regarder, cette caméra est adressée à eux. Voilà, donc au fait, pour moi, ce que je peux dire, c'est de croire à ce processus. La foresterie communautaire, ce qui est vrai qu'aujourd'hui, on peut tout dire sur le processus, mais je voulais vraiment qu'avant de faire des affirmations, il faut vraiment vous assurer que vous avez un échantillon important et vous allez dans les communautés pour comprendre l'engouement et l'espoir que les communautés ont par rapport à ce processus. Pour les communautés, le simple fait d'abord d'avoir les concessions, pour elles, c'est déjà quelque chose. Okay? Même s'ils ne sont pas encore dans l'exploitation, gestion et autres, c'est déjà quelque chose. Mais il est bien bon d'aller et d'avancer vers ces exploitations sans lesquelles l'existence de la concession ne va pas réduire la pauvreté. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis très content aujourd'hui de discuter sur les aspects économiques liés à la foresterie communautaire et qui, pour nous, sont très, très, très importants pour le développement
de leur communauté à travers les processus dans lesquels ils se sont engagés depuis quelques années. Merci beaucoup Blaise d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Donc remercie, toute monsieur le l'équipe journaliste. d'Environ News vous dit merci d'être passé sur ce plateau et discuter avec nous. Voilà, merci beaucoup. Donc nous espérons vous revoir prochainement sur d'autres sujets aussi Il n'y a pas de saillants. Il n'y a pas de problème, je suis là. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette édition et je vous fixe rendez-vous prochainement. Le débat est lancé bien sûr, donc si vous avez votre point de vue contraire à celui de Blaise Gondodossi, n'hésitez pas de me contacter, je suis disponible, on va tourner sur la place des évolués. Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.